toutes et à tous. Je vais faire vite là parce que je ne vais pas passer trop de temps à me présenter. Je crois que l'essentiel a été dit. Moi, je suis professeur à l'Université Laval au département des sciences géomatiques et je suis le vice-doyen à la recherche à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et je m'intéresse à la question de l'intelligence urbaine et des villes intelligentes depuis quelques années déjà. Puis ce matin, en me levant, je suis tombé sur, je regardais un peu une revue de presse là et je suis tombé sur un article intéressant qui titrait « Une expérience quantique le confirme, la réalité n'existe pas tant que nous ne la mesurons pas ». Puis j'ai trouvé ça intéressant pour introduire cette journée de l'Association de géomatique municipale du Québec dans un congrès qui s'intéresse plus globalement à l'observation de la Terre, parce que finalement, j'en suis arrivé assez rapidement à la conclusion à laquelle on serait tous arrivés, c'est que depuis des siècles, les géomaticiens, les géographes, les arpenteurs, en fait, créent la réalité géographique, parce qu'ils la mesurent, ils l'observent, et s'ils ne la mesuraient pas, elle n'existerait pas. Alors, c'est un raccourci un peu rapide, parce que l'article traitait de réalité quantique, et que la Terre n'est pas une réalité quantique, donc on est à des échelles de mesure, sans doute, auxquelles ces expériences-là ne s'appliquent pas, mais on peut toujours rêver et se dire que si on n'était pas là, la Terre telle qu'on la conçoit, et les villes telles qu'on les conçoit, n'existeraient pas. En tout cas, elles seraient peut-être moins intelligentes, puis on va essayer d'en discuter. Ça doit être vers là-bas qu'il faut que je... Non, alors... Oui. Donc je vais parler effectivement de villes intelligentes, mais plus d'intelligence urbaine. Enfin, si certains d'entre vous ont déjà participé à des conférences ou des rencontres auxquelles j'étais présent, vous allez sans doute trouver que je radote, mais en enseignement, on a un principe, il faut répéter pour que l'information finisse par être assimilée. Donc je vais répéter, mais à chaque fois, j'essaie de la présenter un peu différemment, de la recycler différemment, puis en espérant que je m'améliore et que le message passe de mieux en mieux. Mais c'est vrai que cette idée de ville intelligente ou de smart city, c'est une... Plus j'avance dans mes réflexions, plus je lis, plus les travaux de mes étudiants ou d'autres étudiants avancent, puis moins je suis confortable avec cette idée-là, parce que effectivement, considérer que, beaucoup le répètent, mais considérer que certaines villes sont intelligentes, ça implique que d'autres ne le sont pas, ou moins. Je trouve pas que c'est une perspective réjouissante et que c'est surtout pas très utile en termes de réflexion sur l'urbain. Alors que parler d'intelligence urbaine, j'y reviendrai, ça me semble plus pertinent parce que ça renvoie à une capacité de compréhension qu'on doit... d'observation, de détermination de la réalité, de mesure, à laquelle, là, justement, on doit s'attacher. Et nous tous, là, compte tenu de nos champs de spécialité, on est bien placés pour s'y investir. Alors, il faut vraiment que je vise, hein, sinon... Pardon. C'est un cliqueur pas très intelligent. Ouais, à ce moment-là, je vais vous... Ouais, parfait. Donc, c'est ça. Donc, ma présentation, je vais le laisser parce que d'abord, comme ça, je vais avoir une main libre et comme je bouge toujours la main, ça va m'aider. Donc, trois composantes. La première, puis si vous étiez là hier matin, ceux qui étaient là hier matin au panel d'introduction, c'est des éléments sur lesquels sur lesquels j'ai déjà mis l'emphase, mais je vais pouvoir le refaire ce matin avec vous. Donc, c'est quoi les grands défis de l'urbain au sens très large aujourd'hui ? Puis ces grands défis, ils expliquent en grande partie pourquoi aujourd'hui on entend autant parler de ville intelligente, de smart city. C'est une des raisons principales. Et ensuite, je reviendrai sur la question de l'intelligence urbaine. Donc c'est bon, vous pouvez changer. Donc là, les défis urbains, on peut changer tout de suite. Là, ça va. Ça, je l'ai déjà fait aussi, certains l'ont peut-être déjà vu, mais je me souviens d'une conférence, j'avais commencé en disant j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, les villes sont mortes. Et en tout cas, les villes telles que, puis en géomatique municipale, là, c'est une mauvaise nouvelle, là, mais les villes telles qu'on les connaît, les villes telles qu'elles ont été définies, telles qu'elles se sont en particulier construites, là, les villes de l'époque moderne, disons que la période post-industrielle, là, quand les villes telles qu'on les voit aujourd'hui et telles qu'on les a envisagées ont été construites, elles n'existent plus vraiment. Aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une ville à Montréal, là, ça ne veut pas dire que la réalité géographique d'organisation sociale dans l'espace n'existe plus, mais ça veut dire que
la manière dont elles étaient organisées, structurées, les dynamiques qui les caractérisaient ont profondément changé. On a longtemps parlé de villes, tu sais, de milieux urbains, de milieux ruraux, en les opposant, puis en considérant, on était capable de les opposer parce que dans chacun de ces milieux-là, il y avait des habitudes de vie, des modes de consommation, des modes d'accès à la culture, etc., qui étaient très, très différenciés. Des modes d'organisation de l'espace aussi. Aujourd'hui, tout ça est de moins en moins vrai. Les ruptures entre le milieu urbain et le milieu rural sont de moins en moins visibles. On a de l'urbain faiblement dense et réparti dans la campagne, on a des bouts de campagne dans la ville, etc., etc. Donc en fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est beaucoup plus intéressant de changer la perspective et plutôt que d'opposer des milieux qui seraient très différenciés, de réfléchir sur des continuums. Des continuums de milieux très denses à des milieux moins denses, on peut changer... Donc de réfléchir à des continuums sur lesquels on va caractériser plutôt des degrés d'urbanité, des degrés d'agrégation de communautés sociales sur l'espace. Et il y a plusieurs caractéristiques qui vont nous permettre de déterminer et de déterminer sur ce continuum-là et de caractériser les espaces dans lesquels on a à intervenir. La première caractéristique, on peut changer, c'est effectivement les densités. On a des espaces qui sont très densément peuplés, d'autres moins, peu, jusqu'à pas peuplés du tout. Donc on a vraiment un continuum de densité. On peut changer. Le deuxième élément, c'est la diversité des individus, la diversité des objets présents, la diversité des types d'aménagements, de modèles urbains, etc., etc. On peut changer. Un peu lié à la diversité, c'est la question de l'altérité. On peut aussi caractériser ces urbanités en fonction du degré d'altérité. Puis on voit bien que de temps en temps, il y a une tendance à ce que des quartiers soient très homogènes sur le plan social. Et à Paris, par exemple, il y a certains quartiers qui sont réappropriés et dans lesquels il y a une mixité très très forte. Il y en a d'autres où il n'y a pas de mixité du tout. Et quand on a à réfléchir aux dynamiques urbaines dans ces lieux-là, c'est un élément important si on a une homogénéité de population et de comportement ou au contraire beaucoup d'altérité. Donc ça, c'est un élément important. Un autre élément, c'est la question des réseaux. C'est la connectivité qui existe entre les différentes composantes de ces urbanités. On peut changer. Les mobilités sont un autre élément vraiment fondamental aujourd'hui des dynamiques urbaines, plus encore que par le passé, ou en tout cas les échelles de mobilité ont beaucoup évolué. Donc c'est un élément à prendre en compte. On peut changer. Donc un petit rappel, donc ces urbanités sur un continuum peuvent être caractérisées par ces différentes variables. Et donc plutôt que de parler de villes, de milieux ruraux, de périurbains, de banlieues, etc., moi je pense que c'est beaucoup plus intéressant de regarder tout ça dans un continuum et d'essayer de le caractériser pour en déterminer les éléments structurants. Il y a un autre élément aujourd'hui qui vient transformer beaucoup les milieux urbains, c'est la question des transformations numériques. Ça, on le vit tous. Certains s'en félicitent, d'autres le regrettent, mais le numérique est en train d'envahir nos vies, d'envahir nos villes, et transforme assez radicalement à peu près toutes les composantes de nos vies, hein, la consommation, l'accès à la culture, l'éducation, les transports, enfin tout est en train d'être transformé, les relations humaines et sociales, etc. Nos relations à l'espace, nos relations au temps. Donc tout ça est assez fondamentalement transformé. Et tout ça introduit des phénomènes dont on a tous entendu parler, hein, des phénomènes disruptifs. Et là, il y a un ouvrage de Bernard Stiegler qui est paru, je crois, l'année dernière, qui s'appelle « Dans la disruption, comment ne pas devenir fou ». Et c'est vraiment un ouvrage intéressant. C'est sûr qu'il y a un point de vue là-dedans qui est exprimé, qui est un point de vue assez tranché, et qui exprime la réalité suivante, c'est que les grandes compagnies qu'on connaît tous, là, les GAFA de ce monde, là, Google, Apple, Amazon, Facebook, etc.,
développe une stratégie très pensée, très articulée de disruption, c'est-à-dire d'innovation très très rapide, de diffusion d'innovation à un rythme effréné, de manière à tétaniser les sociétés dans lesquelles ces innovations sont poussées. Puis les tétaniser, ça veut dire qu'une fois qu'elles sont tétanisées, c'est plus facile de changer assez radicalement et d'imposer des nouveaux modèles. C'est un peu ce qui se passe. Juste un exemple, je vous rappelle ce qui s'est passé, puisqu'il n'est toujours pas réglé, hein, avec l'arrivée d'Uber au Québec. Uber est arrivé comme si personne ne l'avait vu venir. Je pense qu'on savait tous que ça existait, mais il reste que ce phénomène-là a complètement tétanisé notre gouvernement, l'industrie du taxi, à tel point qu'il y a eu un grand branle-bas de combat, une commission qui a été mise en place, puis tout n'est toujours pas réglé. Tout n'est toujours pas réglé, et vraisemblablement, ça va transformer de façon radicale. Puis ce n'était pas une volonté nécessairement ni de l'État, ni des professions liées au taxi, ni même au départ des consommateurs, que de changer radicalement ce modèle-là. Donc ça, c'est un exemple, mais Airbnb en est un autre, etc. Donc ces phénomènes-là viennent déstabiliser les sociétés, puis s'expriment surtout dans les milieux densément peuplés, dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, et ont un effet vraiment très déstructurant ou restructurant, peut changer. Un autre élément de transformation, puis qui est lié aux transformations numériques, c'est ce que Milad Douei appelait l'humanisme numérique. C'est-à-dire que, je l'ai exprimé tout à l'heure en disant que le numérique transformait beaucoup, à peu près toutes les pans de nos vies. Et Milad Douei, qui est un spécialiste du numérique, là, qui est un philosophe, qui a écrit beaucoup d'ouvrages autour de ça, dont un qui s'appelle « Vers un humanisme numérique », puis qui présente les transformations imposées, en tout cas les transformations induites par le numérique aujourd'hui, dans la continuité des quatre grandes vagues d'humanisme que Lévi-Strauss a développées pendant tous ses travaux. Et montre que finalement, en utilisant les mêmes paramètres d'analyse, on peut considérer que ces transformations-là sont telles que des éléments forts de nos cultures, de notre rapport à l'espace, de nos rapports aux sentiments, de nos rapports au temps, etc., sont en train d'être transformés radicalement. On peut changer. Un autre élément qui participe de la transformation de nos sociétés en lien avec leurs relations au territoire, c'est ce que certains appellent l'âge du lieu global ou le Global Location Age. Et puis ça nous concerne beaucoup, la révolution géospatiale. Alors nous, on est très contents parce que, évidemment, pour les entreprises, c'est beaucoup de marchés qui s'ouvrent. Et puis pour les enseignants, c'est la perspective de voir leurs étudiants se placer dans ces entreprises qui ont des marchés qui s'ouvrent. Donc on est très heureux de tout ça, mais tout ça n'est pas sans conséquence, cette idée de l'âge du lieu global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mesure de savoir à peu près qui est où, à quel moment, avec qui, et faisant quoi, dans quel objectif. Et donc on est vraiment en mesure, chacun à l'échelle individuelle aussi, d'une certaine manière, mettre en scène notre vie, notre vie personnelle, nos espaces personnels. Et donc on est capable de les mettre en scène et de les rendre disponibles à une échelle très globale. Donc on est capable de naviguer en permanence entre une échelle très locale de l'individu à l'échelle très globale de la planète, et réciproquement. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de constater que des grandes idées très globales retrouvent des déclinaisons ou se déclinent localement chez les individus, et ça vient matérialiser ce que beaucoup ont appelé ou ont essayé de définir pendant, dans de nombreuses recherches, là, les phénomènes de glocalisation. Vous savez, vous avez entendu parler de la glocalisation, c'est-à-dire le fait qu'il y a une
une articulation et une rencontre à un moment du global et du local, qui fait que des idées très globales peuvent trouver un ancrage local, mais aussi des idées très locales sont propulsées à l'échelle globale. Donc ça change beaucoup aussi les modèles d'organisation des villes qui pendant longtemps obéissaient à des dynamiques qui étaient liées à l'environnement plus local. Certaines, les plus connectées, évidemment, connaissaient de l'influence de l'extérieur, mais les influences réciproques et mutuelles étaient quand même moins importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément vraiment important. On peut changer. Puis ça a une implication en particulier sur la ville et les lieux urbains. Et cette implication, elle est expliquée de manière très détaillée par Michel Dussault dans son dernier ouvrage qui s'appelle Hyperlieux. Et là, il nous explique ce que sont ces hyperlieux. Merci. Ce sont précisément des lieux dans lesquels s'exprime cet élément de localisation. Des lieux dans la ville, alors il prend des exemples, Times Square en est un par exemple, des lieux dans lesquels à la fois on peut être très ancré localement, mais en même temps branché sur la planète entière et avoir accès à ce qu'il appelle des formes de spatialité, donc des rapports à des espaces distants qui sont aujourd'hui accessibles alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Donc c'est un peu la métaphore vous savez, des hyperliens dans l'espace du web, où on navigue via des hyperliens d'idée en idée et de page en page. Et l'idée que dans l'espace géographique aujourd'hui, grâce à la communication, au numérique, à cette idée de géolocalisation qui fait qu'on est là, mais on peut aussi accéder à distance à d'autres lieux, d'autres personnes, l'espace géographique se structure sous forme d'hyperliens à travers les hyperlieux. On peut changer ? Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, le contexte des urbanités, on peut continuer à parler de villes, là, je plaisantais en disant que les villes étaient mortes, elles ne le sont pas réellement, hein, mais donc dans les villes aujourd'hui, tout ça apporte des changements donc très marqués, et ces changements-là, évidemment, quand on regarde dans le détail, ont des implications très concrètes. Hein. Les implications concrètes, c'est que par exemple, les villes, dans les prochaines années, elles le sont déjà, mais vont être confrontées à des enjeux démographiques extraordinaires. Ce n'est pas le bon mot, mais énormes, très importants. Pas forcément, d'ailleurs, dans nos villes occidentales, mais à l'échelle de la planète, ces phénomènes-là vont se produire. C'est-à-dire qu'on assiste déjà à des populations urbaines qui augmentent de façon significative en Afrique, en Asie, etc. Donc, aujourd'hui, c'est 50% de la population mondiale qui vit dans des milieux urbains, et puis si on en croit les Nations Unies, d'ici 2050, on pourrait atteindre 80% de la population mondiale vivant dans des espaces fortement urbanisés, qui ne couvrent que 2% de la surface terrestre. Donc, vous voyez, 80% de la population sur 2% de l'espace, on va être assez serré dans l'avenir. Surtout si on écoute les discours à la fois des urbanistes, des aménagistes qui souhaitent une densification, si vous entendez partout parler de densification. Je ne suis pas certain, moi, que la densification, ce soit la solution dans une perspective plus longue, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas densifier toujours et toujours. Mais ceci étant, ces questions-là sont centrales, les questions économiques, la sécurité alimentaire, la résilience, la question des changements climatiques, les îlots de chaleur, là, j'ai entendu qu'il y avait une visite tout à l'heure. Tout ça fait que dans ces grandes agglomérations, on va être confronté à des enjeux énormes dans les prochaines années. On l'est déjà, on peut changer. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a déjà peut-être une dizaine d'années, cette idée de ville intelligente ou de smart city est arrivée. Alors, je ne donnerai pas une définition parce qu'il y a autant de définitions qu'il y a de gens qui ont bien voulu en donner là, mais ça remonte quand même à la fin des années 2000, début 2010,
dans ces années-là, où vraiment on a vu ce thème-là apparaître et se développer. Puis en 2012 d'ailleurs, alors il y a beaucoup de noms qui ont été apportés, hein, j'en ai mis quelques-uns là, mais on parlait de villes intelligentes, de smart city, de villes sensibles, de villes 2.0, de villes wiki, etc., etc. En 2012, ce qui était quand même un signe assez fort, vous connaissez les conférences TED, et tous les ans, TED décerne un prix TED. Normalement, c'était à une personne, un conférencier. Puis cette année-là, ils l'ont décerné à un concept, en 2012, puis c'était au concept de ville 2.0. C'est la première fois que TED donnait son prix à une idée. Donc évidemment, ça a eu aussi, avec disons, la dynamique très forte que des compagnies comme IBM, Cisco, etc. ont aussi introduite parce qu'ils ont poussé beaucoup ces idées-là. Puis, évidemment, parce qu'ils ont tous perçu assez vite que c'était le marché qui s'ouvrait pour les 20 ou 30 prochaines années, et que la question de la modernisation des infrastructures urbaines dans la perspective où 80% de la population habiterait dans des zones urbaines, c'est un enjeu majeur et c'est un marché colossal. Donc le marché des villes et de la modernisation des infrastructures urbaines est colossal. Et ils se sont positionnés d'une certaine manière, ces grandes entreprises-là, comme les gestionnaires d'infrastructures urbaines du XXIe siècle, parce que c'est ce qu'ils vont devenir et c'est ce qu'ils sont déjà d'une certaine manière. On peut changer. Donc là, ça fait maintenant quelques années, c'est ça que je réfléchis à comment on pourrait présenter cette idée de ville intelligente. Alors, il y a quelques années de ça, j'avais fait un casse-tête, un puzzle là, pour présenter ça, qui était basé sur une analyse de la littérature. Puis là, j'en avais marre de présenter mon casse-tête, donc je me suis dit, il faudrait que je trouve autre chose. Puis là, il y a 2 semaines ou 3 semaines de ça, dans un projet de recherche auquel je participe, on avait une école d'été à McGill, ici, tout près. Et le thème, c'était intéressant, c'était vraiment intéressant. Le thème, c'était est-ce que les smart cities peuvent être des villes justes? Est-ce que l'intelligence et l'usage du numérique et de la technologie peut rendre nos villes plus justes? Et donc, on a eu beaucoup de discussions, parce que les étudiants dans ce projet-là il y a une faible représentation des ingénieurs, et la majorité sont des sociologues, des juristes, donc des gens de sciences sociales, et évidemment qui questionnent des thèmes sur lesquels nous on travaille d'une manière assez différente forcément. Et donc c'était vraiment intéressant. Puis j'ai eu une longue discussion avec, vous connaissez Nord Ouvert, là, Open North. J'ai eu une longue discussion avec Jean-Noé Landry, là, qui anime Open North. Puis finalement, on se disait comment on pourrait représenter cette idée de ville intelligente de façon différente, et surtout avec une perspective peut-être moins centrée techno, et une perspective canadienne. Alors, finalement, on a décidé d'y aller comme ça. On va pouvoir passer la première. D'abord, on s'est dit, la ville intelligente, c'est sûr, elle se construit, elle s'ancre dans notre société du XXIe siècle, qui est une société en réseau, dans laquelle tout ce que j'ai expliqué, le numérique est présent, les réseaux sont présents, il y a une volonté de faire en sorte que les technologies de l'information arriment l'ensemble des infrastructures urbaines, une amélioration de l'efficience de la gestion de ces infrastructures, amélioration du service, etc., etc. On peut changer. Puis donc, la première pierre, finalement, de cet édifice-là, c'est le côté smart, c'est ce qu'on dit, dans le côté futé, le côté comment les villes vont être capables d'exploiter ces ressources technologiques, ces transformations-là, pour faire mieux ce qu'elles ont à faire, c'est-à-dire mieux servir le citoyen, mieux gérer leurs infrastructures, prendre de meilleures décisions, mieux planifier le développement à venir, mieux faire face aux grands défis auxquels elles ont à faire face, etc. etc. Donc c'est la capacité à tirer profit de l'innovation pour le meilleur de cette organisation humaine ancrée géographiquement qu'est la ville. Mais aujourd'hui, pour faire ça, il faut être plus ouvert. On l'a constaté, la fermeture ne paye pas, puis on est bien placé ici à Montréal pour le savoir. Donc, cette idée d'ouverture, c'est une idée centrale.
la deuxième idée, le deuxième pilier de la ville intelligente. Puis ouverture, c'est pas seulement ouverture des données, hein. Oui, il y a des portails de données ouvertes, mais c'est ouverture des processus, c'est ouverture des processus d'aménagement et de réflexion à l'ensemble des parties prenantes, c'est l'idée de gouvernement ouvert, etc. On peut changer. Puis s'il y a si ces deux piliers-là, s'ils doivent concourir à changer la façon dont la ville va fonctionner, c'est bien en faisant en sorte que cette ville ou ces villes deviennent des villes apprenantes. Puis c'est pas nouveau, hein, cette idée de ville apprenante. Il y a eu des travaux chez les gens qui réfléchissent à l'urbain depuis quelques décennies autour de cette idée de ville apprenante. Puis une ville apprenante, c'est quoi? C'est à la fois dans le contexte actuel une ville qui construit des conditions d'aménagement et de vie favorables pour que l'ensemble des parties prenantes et les individus en particulier puissent apprendre. Tu sais, c'est l'apprentissage tout au long de la vie, parce qu'on sait, on est aujourd'hui dans une société en réseau du XXIe siècle dans lequel le renouvellement des connaissances est très accéléré, puis ce qu'on connaît aujourd'hui n'est rien à côté de ce qu'on connaîtra dans 10 ans, qui n'est rien à côté de ce qu'on connaîtra dans... Donc il y a une accélération, j'ai plus les chiffres, mais tu sais, on vous dit souvent des choses comme ça, on a, en l'espace de 10 ans, là, on a appris, on a multiplié par je ne sais pas combien les connaissances qu'on avait acquises au cours de toute l'histoire de l'humanité précédente. Donc on est vraiment dans cette idée de ville apprenante. Puis elle est apprenante aussi dans l'environnement numérique dans lequel on est aujourd'hui, parce que avec ce côté futé, smart, mobilisation intelligente de la technologie, la ville doit être capable d'apprendre sur elle-même. Elle doit être capable de mieux comprendre ces dynamiques pour pouvoir y réagir, pour pouvoir les anticiper, et donc utiliser la technologie, les capteurs, les réseaux, mobiliser l'intelligence collective de ces communautés pour apprendre sur elles-mêmes de façon plus efficace. On peut changer ? C'est bon. Puis tout ça, évidemment, ça a de l'intérêt si la ville intelligente, elle est inclusive. Puis ça, c'est un élément qui me semble vraiment important. Je participe à une équipe de recherche qui s'appelle, à l'intérieur d'un centre à Laval qui s'appelle le CIRIS, qui est un centre en réadaptation. D'accord ? Donc le CIRIS, c'est un centre de recherche de l'Université Laval, mais qui est basé à l'Institut de réadaptation du Québec, à Québec, et qui travaille sur tous les enjeux de réadaptation. Et on a une équipe qui s'appelle Participation sociale et ville inclusive, dans lequel il y a des architectes, des géomaticiens. Vous avez peut-être vu dans Radio-Canada, là, dans les derniers jours, il y a un article qui a été publié sur les travaux que Mir Mostafavi, au département, a fait sur l'idée d'un Google pour personnes en fauteuil roulant. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça, c'est Alexandre Duval qui a écrit ça. C'est vraiment intéressant. Le projet Mobilisig, dont vous avez peut-être entendu parler, là, qui est un projet donc initié par Mir, avec l'équipe du CIRIS. Et l'idée, c'est comment on peut utiliser efficacement la technologie géomatique pour faire en sorte que des personnes en situation de handicap, en l'occurrence des personnes à mobilité réduite, parce qu'ils se déplacent en fauteuil roulant, puissent eux aussi bénéficier d'aide à la navigation efficace. Parce que si aujourd'hui ils utilisent Google, il est certain que l'itinéraire qui va leur être proposé sera pas nécessairement accessible, certainement pas sécuritaire, et donc, de toute fin pratique, pas utile. Donc, il y a un gros enjeu, parce que toutes nos technologies, aujourd'hui, dont on vante les mérites pour améliorer le cadre de vie, des décisions, etc., sont conçues pour un bob moyen, mais ne sont pas du tout conçues pour des personnes en situation de handicap. Puis handicap, c'est pas seulement fauteuil roulant, hein, il y a toute forme de handicap. Et au CIRIS, ils travaillent sur des gens avec des difficultés cognitives, des personnes souffrant d'Alzheimer, par exemple, etc., qui vivent des situations de handicap différentes, mais dont on doit prendre la réalité en compte dans l'aménagement des villes. Donc, cette idée d'inclusion, c'est aussi d'ailleurs celle à laquelle on pense tout de suite, hein, qui est l'inclusion numérique, c'est-à-dire la lutte contre la fracture numérique. Ça c'est une chose
à chaque fois, Québec en a parlé, ça nous vient à l'esprit quand on parle de ville intelligente, mais le côté inclusion de l'ensemble de la population est un élément important. On peut avancer. Puis tout ça, ça doit faire en sorte que, l'actualité récente nous l'a montré à Québec, et au Québec plus exactement, ça doit faire en sorte que nos villes soient plus résilientes. Elles vont avoir besoin d'être beaucoup plus résilientes dans l'avenir. Les changements climatiques, mais pas seulement, parce que dans des agglomérations densément peuplées, il est certain que la capacité de résilience face à des incidents, face à des crises, est vraiment importante, parce que tout de suite, l'aléa, en cas de... les enjeux, pardon, en cas de présence d'aléas, font peser des risques énormes. Quand il y a beaucoup de population, évidemment, le risque est plus important que s'il y a peu de population. Donc ça, c'est un élément important, cette idée de résilience. Et il faut absolument que l'idée de ville intelligente permette d'améliorer la résilience. Puis tout ça, ça doit faire en sorte, effectivement, que nos villes soient plus intelligentes, c'est-à-dire plus en capacité, basée sur l'ouverture et le côté futé, en capacité d'apprendre, d'être inclusive, d'être résiliente pour être plus intelligente, c'est-à-dire plus à même de comprendre leur réalité, donc de l'observer, de la mesurer et de pouvoir anticiper ces évolutions. La dernière, et tout ça, ça doit se faire évidemment pour le citoyen. Ça doit se faire pour le citoyen parce que, le citoyen au sens large, hein, le citoyen, c'est l'individu, comme vous et moi, c'est les organisations, c'est les entreprises. En fait, ça doit se faire pour l'ensemble des parties prenantes qui forment la ville. Mais le citoyen, évidemment, l'individu au départ. Donc finalement, en se disant qu'on allait construire la ville intelligente un peu pierre par pierre, on est arrivé à l'idée que la ville intelligente, dans le contexte de la société, au moins québécoise et canadienne du XXIe siècle, c'est un peu l'Inukshuk de nos sociétés. Puis c'est pas inintéressant, je trouve, parce que vous allez le voir après, parce que si on se souvient de ce que c'est qu'un Inukshuk, puis hier c'était la journée nationale des populations autochtones, donc c'est intéressant. C'est dommage que ce ne soit pas hier que j'ai donné la conférence, ça aurait eu une résonance super, un peu plus importante, mais en tout cas. Donc cette idée d'Inukshuk, elle est intéressante parce que finalement, dans une société en réseau dans laquelle les mobilités, même entre villes, sont devenues la norme, mais pas seulement les mobilités de personnes, mais les flux de savoir, les flux de matériel, etc., de connaissances. Chaque ville, dans ce réseau planétaire, est une sorte d'Inukshuk qui structure le réseau. On peut avancer. Bon, alors maintenant, ça fait combien de temps que je parle? Parfait. Ça y est, vous m'avez donné tellement de temps que pour une fois, je ne vais pas être en retard. Parce que d'habitude, je suis bavard, et puis j'explose toujours. Mais là, je peux même... Je vais faire une petite pause, tiens. Mais, donc, cette idée d'intelligence urbaine, vous allez voir que moi, je trouve qu'il y a de la résonance. Je suis très heureux d'avoir qu'on ait eu cette idée d'Inukshuk, là, parce que je trouve que c'est une belle illustration de cette idée de ville intelligente et d'intelligence urbaine. Alors, l'intelligence urbaine, on peut avancer. Bon, d'abord, pourquoi on parle d'intelligence urbaine et pourquoi c'est si important? Parce que je ne vais pas en parler aujourd'hui, même si je m'intéresse beaucoup aux questions éthiques autour de ces enjeux de ville intelligente, là. Puis d'ailleurs, j'attire votre attention, c'est à l'automne prochain, normalement, la Commission d'éthique en sciences et technologies du gouvernement du Québec va rendre public un rapport sur la question éthique et ville intelligente. Ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille. Moi, j'ai été sollicité comme externe à la commission avec 3 autres personnes, dont Claire Poitras, qui est la directrice de l'INRS Urbanisation, Culture et Société, dont un collègue philosophe à l'Université Laval, puis un collègue juriste. Puis on a travaillé pendant 1 an et demi avec des membres de la commission pour émettre cet avis qui est en train de circuler dans le labyrinthe du MESI
pour aller avoir les différentes autorisations. Mais normalement, à l'automne, on essaie de faire en sorte que ce soit en même temps que la stratégie numérique. Donc ce rapport devrait être rendu disponible. Mais pourquoi je parle d'éthique? Parce que dans ce contexte de ville intelligente, il n'y a pas besoin d'être, comment elle a dit, là, le pogo le plus dégelé de la boîte, c'est ça? Donc il n'y a pas besoin d'être un grand stratège pour imaginer combien cet environnement dans lequel on va mobiliser la technologie pour comprendre ce qui se passe de façon assez pointue, mais chaque individu et chacun d'entre nous à risque. À risque et vulnérable parce qu'on est tracé tout le temps, parce que pour bien comprendre ce qui se passe, il faut comprendre ce que les gens font, puis quand on cherche à comprendre ce qu'ils font, il faut garder un œil sur eux. Et donc, dans de mauvaises mains ou avec de mauvaises intentions, ça nous fait peser un risque. Ça fait peser un risque sur nous comme citoyens. Puis aujourd'hui, en même temps, ce qui, à mon avis, est un élément central de la capacité à comprendre ce qui se passe dans nos villes, justement, c'est l'analyse de toutes ces traces que tous les individus laissent. Alors, c'est à la fois excessivement important et intéressant, puis en même temps, il faut être très prudent, parce que, et je vais vous donner un exemple après, là, mais ces traces, elles sont relativement révélatrices de nos modes en particulier de nos mobilités quotidiennes, mais si on les lie avec ce qu'on fait au moment où, à un endroit donné, et avec qui on le fait, ça nous donne une indication aussi, ça donne une indication sur les habitudes de consommation, les modes de vie des individus. Alors je disais, il faut faire attention parce qu'à Québec, par exemple, je ne me souviens plus du nom de cette application, là, mais il y a une application qui avait été lancée pour essayer de comprendre comment les... j'ai oublié le nom, ça va me revenir, mais en tout cas, sur une base volontaire, on pouvait utiliser cette application, la télécharger sur son téléphone, et puis donc contribuer à envoyer nos traces, nos modes de mobilité, si on était en vélo. Et donc, rapidement, la ville de Québec s'est dit, hey, chouette, là, on a beaucoup d'informations sur les trajets que les vélocyclistes utilisent. Donc, avec cette information-là, merveilleux, on sait où il faut qu'on fasse passer les pistes cyclables. C'est là que les gens passent. Puis en fait, une fois qu'ils ont analysé ça, il y a eu des mains qui se sont levées en disant « Non, mais c'est pas parce qu'on passe là que c'est là qu'on aimerait passer, c'est parce qu'on passe là aujourd'hui parce qu'on ne peut pas passer ailleurs, parce que c'est là où c'est le plus sécuritaire de passer. » Donc c'est juste un exemple pour vous montrer que les traces et nos comportements ne reflètent pas nécessairement ce qui est idéal ou ce qu'on voudrait faire. De la même manière d'ailleurs que, et ça renvoie à toute la question des algorithmes, de la même manière que ce que les algorithmes captent de nos comportements sur Internet, ils captent ce qu'on fait, ils captent pas, et ils en déduisent qui on est. Or, ce que l'on fait n'est pas nécessairement qui l'on est dans un environnement contraint. On fait ce qu'on peut faire, on ne fait pas nécessairement ce qu'on aimerait faire, ou ce qui serait le plus pertinent de faire. Donc ça, c'est un élément important. Et ça, c'est une des limites, parce qu'en même temps, toutes ces traces sont très, très utilisées, ont une valeur marchande énorme. Tout ce qui est gratuit sur Internet, en réalité, se paye en traces, au sens très large. Les traces, ce n'est pas seulement des traces géographiques, c'est les traces numériques. Donc tout ce qui est gratuit, dites-vous bien, tout ce qui est gratuit sur Internet, vous le payez en traces. C'est-à-dire que vous le payez de votre personne, en donnant des éléments qui vont être utilisés pour des modèles d'affaires qui fonctionnent à partir de ça. Donc ça, c'est un élément important parce qu'à la fois, c'est un des carburants essentiels pour améliorer, dans le contexte actuel, notre compréhension des dynamiques urbaines, puis en même temps, c'est à utiliser d'une part de façon intelligente, puis d'autre part avec un minimum d'éthique. On peut changer. Ça, c'était lié à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que si vous aviez avoir juste une idée de la quantité, du nombre de fois où notre localisation a été
partagées sans même qu'on en soit conscient, ça donne une idée de la quantité de données personnelles qu'on laisse aller et qui viennent alimenter toutes tout ce domaine d'affaires. On peut changer. Puis c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup pensent à la ville intelligente comme une ville pilotée par la donnée, ou pilotée par les données, avec, on est ici à Montréal dans ce que tout le monde présente comme le royaume de l'intelligence artificielle. Là, on est sur le spot le plus hot de l'intelligence artificielle, et de deep learning, et donc de cette idée que les algorithmes et l'intelligence artificielle vont pouvoir, certainement d'ailleurs, apporter beaucoup de solutions à des problèmes et des enjeux majeurs de nos sociétés, mais aussi nous mettre beaucoup à risque. Et puis je crois, puis ce serait dommage de l'oublier, je me souviens d'une conférence où j'avais participé, c'était il y a peut-être 3 ans, j'en ai déjà parlé, là c'était au MIT, puis c'était une conférence qui s'appelait Big Data or Bad Data. Et puis un des keynotes, c'était Noam Chomsky, qui est un linguiste, mais aujourd'hui un activiste qualifié de gauchiste par beaucoup, mais qui disait une chose assez vraie, je trouve. Il disait que autant cette question de l'intelligence artificielle et des algorithmes, du big data, il y croit pour même avoir des éléments de réflexion prospective ou anticipatifs sur tout ce qui est, comment dire, dynamique physique naturelle. Mais en ce qui concerne les dynamiques sociales, il était très, très, très sceptique sur la capacité qu'on allait avoir à non seulement décrire réellement ce qui se passe, mais anticiper et pouvoir, d'une certaine manière, prendre des décisions uniquement à partir de ça. Puis moi, je suis assez d'accord avec cette idée-là. Je crois que peu importe la quantité de données qu'on aura sur nos comportements, on ne pourra jamais être réduit en tant qu'individu aux données qu'on produit. On peut avancer. Puis ça renvoie à toute la question dans nos milieux aujourd'hui de vie, là, de la personnalisation algorithmique, mais qui s'applique plus seulement aux espaces du web. Bon, on le connaît, ça, hein, Amazon, Google, tous ces sites-là apprennent ou en tout cas pensent qu'ils comprennent qui on est à travers l'ensemble des recherches, des achats, des choix qu'on fait, puis nous restructurent, redesign les interfaces de façon à nous mettre dans une bulle de confort. Bon, ça, on connaît tous ce système-là. Mais aujourd'hui, c'est en train petit à petit de rentrer aussi ce phénomène-là dans les espaces physiques, dans les espaces urbains, et dans les bâtiments en particulier. Et puis dans le domaine dans les centres d'achat, dans le retail, ça commence à se développer beaucoup. Quand vous arrivez, si vous êtes d'accord évidemment, mais quand vous arrivez, vous êtes géodétecté, et à partir de là, quelqu'un dans le magasin va venir vous voir parce qu'il aura eu accès à votre historique client, puis va pouvoir améliorer votre expérience client. Puis on peut même imaginer un jour qu'en fonction de qui est là dans le magasin, la musique ne sera pas la même, que les odeurs qui seront envoyées ne seront pas les mêmes, etc. Et on aura réellement que ces espaces-là, comme des interfaces, parce qu'ils sont des interfaces d'une certaine manière, des interfaces entre le client et le service qui est proposé, mais des interfaces grandeur à l'échelle 1 sur 1 et physique, ces interfaces-là se reconfigureront. Ce n'est pas de la science-fiction, je pense qu'on va y arriver, parce que dans le domaine en particulier pour l'instant dans le domaine de la vente, mais ça sera vrai dans beaucoup de domaines du service, et pourquoi pas dans des espaces publics d'ailleurs, ça sera assez rapidement vite, parce que l'idée c'est non seulement d'améliorer l'expérience client, mais aussi quand même de maintenir les gens dans des zones de confort, parce que plus ils sont dans des zones de confort, et plus il y a de chances qu'à la fois ils consomment, à la fois ils restent dans le moule d'une certaine manière. On peut avancer.
il y a là c'est juste pour vous, deux auteurs en particulier, enfin deux chercheurs, Saskia Sassen, que vous connaissez sans doute, là. On essaie de la faire venir à Québec prochainement, mais c'est pas très facile, là, mais, qui est une sociologue de l'Université Columbia à New York, et puis qui réfléchit beaucoup à la mondialisation et aux interactions entre les sociétés et la technologie, à l'urbain, et qui, il n'y a pas très longtemps, parlait d'une promesse à double tranchant de la ville intelligente, en particulier parce qu'elle mettait l'accent sur le fait que beaucoup des projets ont tendance plutôt à déshumaniser la ville en utilisant trop la technologie et en se basant trop sur les données. Et elle dit qu'il vaudrait peut-être mieux commencer par urbaniser la technologie et humaniser la technologie davantage. On peut avancer. Et puis Carlo Ratti, au Sensible City Lab aussi, qui lui prône beaucoup pour que la technologie soit mise au service de la participation citoyenne, alors au sens large, c'est-à-dire que la ville intelligente soit centrée sur l'engagement du citoyen. Encore une fois, citoyen, c'est au sens très large, hein, c'est l'engagement des individus, pas seulement des citoyens dans les conseils de quartier, là, mais c'est des individus en général. On peut avancer. Alors cette idée d'intelligence urbaine, là, au milieu de tout ça, je pense que c'est un élément fondamental, c'est quelque chose sur lequel je travaille, quelque chose que j'aimerais voir se développer davantage, et plutôt que de parler de ville intelligente, qui est des bureaux de l'intelligence urbaine dans les villes qui cherchent à améliorer de façon très consciente et pragmatique et avec un encadrement éthique qui cherchent à améliorer la capacité des services de la ville, des individus, à comprendre vraiment comment la ville, avec tout ce que je viens de dire au préalable, là, dans ce qu'elle est aujourd'hui, comment elle fonctionne, comment elle évolue. Et donc cette capacité à non seulement bien comprendre les composantes, mais aussi à comprendre comment tout ça se structure. Alors vous allez me dire, c'est ce qu'on fait, c'est vrai que c'est ce que dans les villes il se fait en général, mais je crois qu'il y a encore trop de découplage entre les services, entre les différentes missions pour que cette vision très systémique soit mise en œuvre. On peut avancer ? Et donc cette idée de l'observation de l'urbain, hein, puisque, encore une fois, observer et mesurer, c'est ce qui va lui donner une réalité. On peut avancer. C'est essentiellement l'observation et l'intelligence, la compréhension des lieux urbains. Puis là, je reviens à mon Inukshuk. C'est parce qu'en réalité, on se rend compte que notre société, de plus en plus, elle est structurée un peu, et puis c'est là où nos métiers ont beaucoup d'importance, là, parce qu'on est capable de raisonner spatialement les échelles, mais notre société, elle est structurée par une espèce d'intrication de beaucoup de réseaux qui opèrent à différents niveaux d'échelle. Et donc, le lieu urbain dans une ville, c'est évidemment, j'allais dire, l'agrégat de base qui forme la dynamique urbaine. Mais si on remonte un peu plus, ben, la ville, dans un réseau de villes à une échelle régionale, mondiale, c'est un lieu. Il y a des géographes qui définissent le lieu comme l'espace géographique de dimension zéro. C'est-à-dire celui dans lequel, à une échelle donnée, les distances métriques n'ont plus d'importance. Donc ça veut dire que quand on regarde à l'échelle de la Terre, une ville, c'est un point. On est bien à un objet géographique de dimension zéro. Et puis les mesures à l'intérieur de ce lieu-là ont plus d'intérêt. Mais par contre, ce qui a de l'intérêt, c'est les interactions entre ces lieux. Puis si on rentre à une échelle à l'intérieur de la ville, ben là, à l'intérieur d'un quartier, jusqu'à la limite à ce que le lieu soit l'individu lui-même. Parce qu'il met en scène l'espace de niveau zéro au niveau duquel il se trouve et il agit. Donc en fait, on peut extrapoler ou interpoler, enfin on peut faire varier les échelles sur cette idée de lieu, parce le lieu finalement c'est une localisation géographique, un événement, quelque chose qui se passe, et le nom qu'on lui donne. Et si vous réfléchissez bien là, tout ce qui se passe dans les villes, toutes les dynamiques urbaines, s'organisent autour de la mise en dialogue et des interactions entre des lieux urbains.
Puis ce qui est intéressant dans cette approche-là, je trouve, là, c'est que ça nous fait sortir de cette idée que le lieu est une localisation. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se produire dans des temps différents dans une même localisation. Et puis, en fait, les villes le font déjà sans le formaliser de cette manière-là. Mais à Québec, par exemple, c'est sûr que quand la ville doit prendre des mesures pour aménager, faire face à des problèmes possibles, allouer des ressources sur les plaines d'Abraham, si c'est pendant le festival d'été, si c'est au mois de novembre, ou si c'est pendant le carnaval de Québec, c'est pas du tout les mêmes actions qui doivent être prises. On est toujours sur la même localisation, mais à chaque fois, on a un lieu différent. Parce qu'on a un événement différent, qu'on a nommé différemment, et qui demande une attention particulière, et qui vient restructurer complètement les dynamiques urbaines. Complètement, c'est-à-dire qu'au moment du festival d'été, toute la zone géographique, toute la ville de Québec est restructurée. Dans sa population, dans les mobilités, dans la consommation, dans la présence de... Donc à chaque fois, on se retrouve dans une configuration différente. Et c'est de cette manière-là dont il faut gérer nos villes, et pas seulement les gérer, mais c'est ça l'intelligence urbaine, c'est cette capacité à identifier la genèse des lieux, leurs relations, et pouvoir agir en fonction de ça. Et c'est sûr que la technologie, là, si elle est utilisée de manière efficace, nous aide là-dedans. Elle peut nous aider parce qu'elle va nous permettre d'être plus agiles, plus réactifs et de pouvoir transformer nos représentations, nos mesures, nos observations. On peut avancer. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une question d'échelle et que selon l'échelle à laquelle on regarde cette idée de lieu, ben forcément on va avoir une compréhension différente de dynamique à des échelles différentes. Donc l'importance de raisonner spatialement cette question des lieux urbains, c'est une des composantes fondamentales de l'intelligence urbaine. On peut avancer? Bon, ça c'est terminé. J'ai fait ça moins d'une heure, je pense bien. Pour une fois que j'ai été très rapide. Bon, en tout cas, ça va nous laisser plus de temps pour discuter. Merci beaucoup. Il semble que toute cette information-là qui est accumulée sur nous essaie de nous amener dans des endroits où on est confortable. Est-ce que ça ne vient pas justement briser l'effet de découverte ou de nous faire découvrir autre chose? Oui, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire qu'on a longtemps vanté, dans les environnements numériques, le web, le côté sérendipité, c'est-à-dire l'idée que cette mise en réseau d'une masse considérable de savoir, de connaissances, de lieux, allait nous amener à découvrir et à apprendre. Puis en réalité, c'est des contre-dynamiques qui sont en permanence mises en œuvre par le biais des algorithmes, puisque systématiquement, on nous ramène à des choses connues, et il y a assez peu d'ouverture. C'est-à-dire que même sur un fil Facebook, moi j'ai fait l'exercice, faites l'exercice sur un fil Facebook, puis allez systématiquement aimer le même genre de choses. Vous allez voir que plus vous le faites, et plus votre fil converge vers ce genre d'informations. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a aucune idée de comment réellement tout ça est paramétré. Et si demain, dans les lieux urbains, mais il y a des applications de ce type-là qui existent, où vous pouvez paramétrer des applications qui vont vous renvoyer systématiquement de l'information sur ce que vous allez avoir dit. Moi, j'aime bien les pizzerias, puis ça va vous indiquer où sont les pizzerias. Mais vous n'allez pas avoir la possibilité, si vous faites ça, de découvrir d'autres formes de restauration, par exemple, ou d'accès à une culture locale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si oui, je vais me déplacer, puis je vais vous demander simplement de vous nommer et poser votre question. Bonjour, Luc Lévesque. Monsieur Roche, quand on peut dire qu'une ville est rendue intelligente? J'en ai d'autres questions. J'en ai aucune espèce d'idée. Je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours pour essayer de développer des métriques, par exemple, ou pour une ville, parce que, bon, on peut avoir des grandes théories comme celle que j'ai partagée avec vous ce matin, mais ensuite, quand
comme vous, là, le nez dans le moteur, là, et, bon, il faut revenir à la réalité. Puis c'est sûr que c'est des investissements, c'est des projets, c'est de l'argent public qui est investi dans des choix qui sont faits d'orientation technologique ou autre, et qu'à un moment, il faut mesurer. Tu n'as pas le choix, il faut mesurer les bénéfices. Hier, le panel sur les bénéfices posait cette question-là, là, en matière d'observation de la Terre, mais c'est la même chose dans des projets de ville intelligente. Donc il doit falloir à un moment pouvoir se dire, est-ce qu'on a atteint les objectifs? Alors on pourrait se dire, si jamais, par exemple, la ville de Montréal se fixe comme objectif sur son plan stratégique de ville intelligente d'atteindre, j'en sais rien moi, tant de personnes, tant de pourcentage de la population connectée, tant de services de ce type-là, etc., elle pourrait très bien dire, ben, on a atteint nos objectifs, donc on est devenu une ville intelligente. C'est un peu comme, je participais à une école d'été à Victoriaville lundi, sur les villes vertes et durables. Puis Victoriaville a mis en place, on sait déjà qu'il y a par exemple des normes LEED en matière environnementale avec des différents comment dire, niveaux de certification. Puis si tu atteins tel et tel niveau de certification, ben là tu as tel niveau LEED, etc. Puis eux, ils ont fait la même chose ils ont fait leurs propres normes en disant, ben, pour les bâtiments en particulier. Donc ils ont fait ça pour les bâtiments parce que la ville de Victoriaville donne des aides financières aux propriétaires qui acceptent de faire certains choix de construction plus verts, pour faire en sorte que leur maison que leur habitation s'approche comment dire, pas de carboneutralité, mais disons s'en approche. Et donc si jamais par exemple tu mets certains types de matériaux, ben là, tu atteins un certain niveau, etc. Donc là, ils peuvent évaluer de cette manière-là. Pour les villes intelligentes, il y a des classements qui existent. Il y a des organismes qui classent les villes en fonction. Montréal a fini premier l'année dernière, je crois, à l'Intelligence Community Forum. Puis il y en a d'autres. Donc là, on pourrait dire, ben, vu que cet organisme international m'a classé première, c'est que je suis intelligent. Donc je suis une ville intelligente. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Montréal est une ville intelligente. Mais j'ai pas beaucoup de réponses. C'est-à-dire qu'après, c'est des normes. C'est comme à chaque fois qu'on veut caractériser quelque chose, il faut. Ben, en fait, pour que ça existe, il faut le mesurer. Donc là, on n'est pas au niveau à l'échelle quantique, mais c'est vrai pareil, c'est-à-dire que pour que ça existe, il faut le mesurer. Et donc pour que la ville intelligente existe, il faut avoir mesuré, et puis pour mesurer, il faut avoir un cadre de référence. J'ai un autre volet à ce niveau-là. On pense, ou en tout cas, on peut laisser croire que pour avoir une ville intelligente, ça prend une volonté politique, une volonté administrative, du soutien des technologies de l'information, de la géomatique, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça qui va faire que la ville va être intelligente ou qui est responsable? Qui va faire en sorte que la ville va être vraiment intelligente? Ben, c'est si j'en crois la littérature dans le domaine. Là, on parle beaucoup de triple et quadruple hélix. Élise, je ne sais pas si vous avez vu cette littérature-là qui montre que pour qu'un projet soit efficace, il faut qu'il y ait un engagement de l'industrie, du niveau des institutions de gouvernance, de l'université et de la société civile. Et donc ça prend un engagement de tous ces parties prenantes pour qu'un projet de cette envergure-là puisse avoir des effets structurants et puis qu'on puisse considérer à un moment donné que la ville est une ville qui a amélioré sa capacité d'intelligence territoriale et sociale. Donc moi je pense que c'est le cas, c'est-à-dire que je vois pas comme ça se décrète pas, je vois pas comment on peut sérieusement améliorer notre capacité à comprendre ce qui se passe si c'est uniquement, par exemple, les services de la ville qui s'attachent à ça. Ils n'ont pas la capacité de faire ça. Et à la limite, ils auraient la capacité de mesurer un certain nombre de choses, parce qu'ils ont les ressources, les outils, les méthodes, l'expertise pour le faire, mais il ne s'agit pas... Alors, ok, mesurer, c'est faire en sorte que ça existe, mais c'est pas juste de constater que ça existe, il faut ensuite être capable
d'être inclusif, d'être plus résilient, etc., etc. Puis ça se décrète pas. Donc, on l'a bien vu d'ailleurs. C'est bien que tu me poses cette question parce que en ce moment, il y a un truc qui me chicote, là, je vais le partager avec vous, là. C'est que dans ce grand domaine des villes intelligentes, on voit apparaître l'idée de ville nouvelle. C'est comme si c'était nouveau, l'idée des villes nouvelles. Là, moi, j'ai vécu comme étudiant pendant 3 ans dans une ville nouvelle en région parisienne qui s'appelle Évry. Et donc, je sais ce que c'est, en vrai, une ville nouvelle. En région parisienne, ils ont, dans les années 70, avec cette vision un peu Le Corbusier, là, construit un genre de constellation de villes nouvelles autour de Paris pour rééquilibrer Paris, je penche toujours à côté du micro là, mais pour rééquilibrer Paris. Et donc là, ils ont décidé, dans des endroits où c'était des champs, hein, c'était de la culture, il n'y avait rien. Il y avait d'ailleurs des petits, parce que dans toutes ces villes nouvelles, vous avez la ville nouvelle, et puis vous avez le village, ils appellent Évry, Courcouronnes, puis Évry village. Alors là, le petit village est très sympathique, parce que c'était un village rural, avec des champs et de l'agriculture autour. Puis là, ils ont décidé qu'ils allaient construire une ville. Boom, from scratch. Ils ont construit des villes, puis là, ils se sont dit, à l'idée, avec cette idée merveilleuse de Le Corbusier, il faut qu'on sépare toutes les fonctions. Ça va être bien plus facile à gérer. Ça j'en doute pas que c'est plus facile à gérer. Puis à Évry, par exemple, il y avait un problème central quand vous donniez rendez-vous à quelqu'un, c'est que la ville était faite sur plusieurs dimensions, sur plusieurs niveaux. Elle est toujours comme ça d'ailleurs. Donc si vous marchez à pied, vous avez des passerelles pour piétons. Si vous êtes en vélo, c'est d'autres voies. Si vous êtes en auto, c'est d'autres voies. Si vous êtes en bus, il y a des lignes spécifiques pour les bus. Si bien que trouver un lieu d'intersection pour un rendez-vous, c'est très compliqué. Et ça fait pas de la ville, ça. Et puis il y a des endroits où on vit, des endroits où on travaille, des endroits... Enfin, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, les seuls lieux qui ont fonctionné, des lieux qui ont fonctionné dans ces villes nouvelles-là, c'est qu'il y a eu comme un dévoiement. C'est les acteurs sociaux ont dévoyé certains lieux en recréant de l'urbanité, c'est-à-dire des rues dans lesquelles, au rez-de-chaussée, il y avait des magasins, et puis de l'habitation au-dessus, puis des rues dans lesquelles, on pouvait... alors c'est le bordel, c'est sûr, ça fait du trafic, mais on pouvait être en voiture, avec des bus et à pied. Donc, il n'y a pas longtemps, là, justement, à Radio-Canada, parce qu'il y avait un sommet à Songdo en Corée du Sud, là, sur une ville... visiblement extraordinaire, nouvelle, qui a été construite dans une zone anciennement industrielle, avec beaucoup de technologie. Alors elle passe aussi là pour une ville... Peut-être qu'en Asie, ça fonctionne. Je ne connais pas les cultures urbaines en Asie spécifiquement, mais je suis sûr qu'une ville nouvelle comme ça ne peut pas fonctionner, en Europe en tout cas. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, pour répondre à cette question là, plus globale, c'est que même si jamais l'autorité publique décidait de construire une ville nouvelle en appliquant tous ces principes de ville intelligente, en disant on va construire des quartiers, puis avoir de la technologie, etc., puis vraiment piloter ça par la donnée, l'efficience absolue, pas de trafic, tout est géré, j'ai peur que ce soit pas très drôle, au fond, de vivre dans ces... Puis je vous renvoie à un bouquin de science-fiction qui est... ça s'appelle « Les monades urbaines ». Je ne sais pas si vous connaissez ça, ce bouquin-là. « Les monades urbaines ». Puis moi, naïvement, il y a quelques mois ou années de ça, je cherchais « monade », qui est un concept philosophique, puis que je trouvais intéressant sur l'idée de glocalisation, parce que la monade, là, c'est la composante d'un système, mais qui à la fois est composante d'un système et contient le système entier. Et je me disais, monade urbaine, pour mon idée de lieu, c'est un lieu qui est à la fois une composante, mais qui est rempli de tout ce qui fait la ville. Et puis je suis tombé sur ce bouquin-là. Je l'ai acheté, je l'ai lu, puis à la fois c'était très intéressant parce que c'est une vision un peu futuriste de comment notre société va faire face à ces grands défis de 80% d'habitants en milieu urbain.
C'est construire des grandes tours de 400 ou 500 ou 600, même 800 étages, là, des énormes tours. Puis chacune des tours est complètement indépendante des autres tours, et puis il n'y a aucune communication. On ne peut pas sortir des tours. Quand vous vivez dans une tour, vous naissez dans une tour, vous mourrez dans une tour. Puis la tour, c'est la ville complète. Et les catégories sociales sont évidemment déclinées des étages inférieurs jusqu'aux étages supérieurs. Puis c'est une société qui à la fois est complètement libre, avec des mœurs un peu libertaires, au sens plus général du terme, là je vous laisserai découvrir, mais en même temps c'est une société qui à la fois est très libre, dans laquelle il n'y a aucune contrainte, mais où tout le monde est contrôlé. Et si bien que la technologie est présente, tout le monde est suivi même par des psychologues, parce que dès qu'on sent que quelqu'un ne va pas très bien, on le recadre. Enfin, et à côté de ça, on a une agriculture intensive dans laquelle il y a un peu de population, mais peu, qui sont présentés comme des arriérés de base, puis qui sont là non pas pour cultiver, mais pour entretenir les robots, les drones et les machines qui cultivent. Et puis régulièrement, il y a des trains qui amènent la nourriture dans chacune des monades. Bon, donc ça pourrait être un scénario de ville intelligente dans le futur. J'espère que ce ne sera pas celui-là. Mais ça vaut la peine de le dire, pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup, M. Roche, pour votre présentation.